Je vous présente aujourd'hui le 489e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bonjour, Président. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais commencer par une question, la suivante. Dans un livre intitulé « Servir », le général Pierre de Villiers revient sur les causes de sa démission du poste de chef d'état-major des armées. Que pensez-vous de la situation de nos forces armées actuellement? Écoutez, je pense que pourrait en penser l'ancien rapporteur du budget de la vérité à l'Assemblée nationale, et dans une période où il y avait 700 000 soldats dans l'armée française. L'armée française est devenue une armée de métier, avec des missions qui n'ont sans cesser de se développer, de se multiplier. Et je pense que les budgets ne permettent pas à cette armée d'avoir les effectifs et les matériels correspondant à ces missions. Je n'ai pas lu encore le livre de M. de Villiers, je le lirai avec beaucoup d'intérêt, et nous en reparlerons si vous voulez bien. On peut peut-être rappeler que dès 1988, pour prendre cet exemple, dans la campagne présidentielle, vous disiez qu'il fallait porter le budget de la défense autour de 2,8% du PIB. Ça ne date pas d'hier. Vous aviez fait un projet en 1995, lorsque l'armée est devenue professionnelle, à la fin du service militaire, en demandant une étape intermédiaire avec un service militaire réduit dans sa durée, mixte et de 6 mois. Vous vous souvenez de cela ? Et volontaire. Service militaire volontaire de 6 mois, mixte en effet, bref, sur lesquels on pourra en revenir un jour, car ce sont des questions relativement complexes. En visite dans les Émirats arabes unis, Emmanuel Macron, notre président, proclame la défaite militaire imminente de Daesh. Selon vous, l'État islamique est-il durablement à terre? Oui, le proverbe dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mise à terre, en effet. Et il me paraît un petit peu hardi, dès aujourd'hui, la défaite de Daesh, dont on sait que les zones d'activité ne se limitent pas au Moyen-Orient, mais touchent, on peut dire, l'ensemble du monde, et qu'il s'agit sur l'extrémisme musulman qui est répandu dans beaucoup de pays du monde, et en particulier dans l'Afrique, et l'Afrique subsaharienne, où ils mènent des actions criminelles et meurtrières, et qui ne sont pas celles du Moyen-Orient. Par conséquent, je crois que notre vigilance doit rester extrême et que on ne doit pas se tromper d'adversaire et combattre Marine Le Pen quand elle montre les crimes de Daesh. Alors vous avez peut-être entendu le président de la République qui, dans la même déclaration aujourd'hui, disait que s'agissant des djihadistes, de leurs épouses et éventuellement de leurs enfants présents là-bas, on agirait, pour ce qui concerne la France, au cas par cas. Et que dans de nombreux cas, c'est la justice locale, qu'elle soit irakienne ou syrienne, qui devait se charger de cela. Je crois que c'est aussi votre avis. Écoutez, les sont partis combattre en Syrie. On fait un choix déterminant, me semble-t-il. Hein. Et par conséquent, il faut qu'ils subissent en quelque sorte les conséquences de leur choix. En combattant pour Daesh, ils n'étaient plus français. Donc pourquoi la France sortirait-elle engagée par rapport à eux? Et alors, il semblerait que le voyage du président américain Donald Trump en Chine débouche sur un succès avec une avalanche d'accords commerciaux entre les deux pays. De quoi, selon vous, peut être fait est-ce que cela peut faire taire certaines critiques contre l'actuelle Maison-Blanche? Je ne sais pas si vous avez vu mon tweet où je dis que pour les médias, et en particulier les médias français, tout ce que fait Trump est mal. Et donc, je dis même qu'il est un petit peu comme le Bosch de notre cinéma, toujours pris dans le dilemme entre criminel et imbécile. Il semble quand même qu'on ne veuille pas le lâcher, le président Trump, et que, décidément, son élection ne passe toujours pas aux yeux de beaucoup, et pas seulement aux États-Unis. Oui, ça n'est pas très démocratique, il faut le dire, comme état d'esprit, puisque si bien les élections sont destinées à établir un choix, qui est forcément toujours un petit peu arbitraire, c'est le choix de la majorité, il suffit d'une voix supplémentaire. Enfin, c'est ainsi, c'est notre système. Et je constate que la gauche américaine, les démocrates en particulier, et certains républicains aussi, ne respectent pas cette règle démocratique qui voudrait que le président élu soit élu pour 4 ans et soutenu comme elle.
La première fortune de France, Bernard Arnault, figure au tableau de chasse des Paradise Papers, soupçonné d'avoir, entre autres, contourné la TVA dans l'achat d'un yacht grâce à une législation pourtant européenne. Avez-vous un commentaire? Tous ne mourront pas, mais tous seront frappés. J'ai dit dans un autre truc, je m'excuse de me citer, qu'il n'y aurait pas de paradis fiscaux s'il n'y avait pas des enfers fiscaux, dont la France est d'ailleurs un des éléments les plus avancés, si j'ose dire, avec des prélèvements considérables. Dans le cas de M. Arnault, il semble en plus qu'il ait utilisé de manière parfaitement légale la législation européenne. Alors on a l'impression d'un double discours. La Commission européenne ne cesse de donner des leçons de morale et d'annoncer un tour de vis en matière de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale. Et en même temps, ce sont bien les règles européennes qui permettent tout cela. Oui, mais permettez-moi là encore d'en revenir à la sagesse populaire. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous feront noir ou blanc. Alors, pour en revenir à des jugements de cour, le 23 novembre prochain, vous serez à Luxembourg devant le tribunal de l'Union européenne afin de plaider votre cause dans l'affaire dite de votre assistant parlementaire. Dans quel état d'esprit faites-vous ce déplacement? Allez-vous le faire, du moins? Écoutez, de toute évidence, il s'agit d'une persécution très claire. Si on cherche, s'il est besoin de trouver un fumus persécutionniste, il est dans toutes les lignes des décisions qui nous ont frappés, à la fois, pas seulement moi, mais aussi Marine Le Pen et Bruno Gollnisch, les trois députés non inscrits du Front National, qui ont été pris pour cible par le président le socialiste chose qui pue, et en accord avec Madame Taubira, ministre de la justice française. C'est une persécution dont nous sommes la victime, et j'espère que les juges, justement, vont avoir la possibilité de remettre en ordre ce que la bureaucratie européiste a permis à Bruxelles. C'est la première fois que vous allez vous trouver confronté à une instance de ce genre, le tribunal de l'Union européenne. C'est impressionnant. Oui, absolument, absolument, mais j'espère que les juges ne sont pas du même bois que ceux qui dirigent l'Europe actuellement. Et nous en reparlerons parce que c'est un sujet qui est capital. Je rappelle au passage simplement qu'on réclame aussi bien à mes collègues qu'à moi-même plus de 300 000 euros, représentant en principe le salaire versé à notre assistant, réputé sans aucune enquête n'avoir pas travaillé pour nous. C'est incroyable, mais c'est quelqu'un qui regarde le dossier avec un peu d'objectivité, mais les bras lui en tombent. Oui. Mais alors, toujours à propos d'Europe, on dit que le président de la République, donc Emmanuel Macron, envisage un retour à l'ancien mode de scrutin des listes nationales à l'occasion des élections à venir de 2019. Qu'en pensez-vous, Président? Il est normal que les changeurs veulent changer. Le changisme est à la mode, pas seulement d'ailleurs chez Macron, chez un certain nombre d'autres aussi, qui pensent qu'il suffit de changer pour améliorer les choses. Alors le président Bidot disait, quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Voilà. Alors, j'ai connu, moi j'ai été élu plusieurs fois comme député, puisque je suis député européen depuis 35 ans, soit par le scrutin de liste nationale, soit au scrutin régional. Je suis actuellement le député élu avec d'ailleurs 4 autres collègues dans ce qu'on appelle le Grand Est, le Grand Sud-Est, pardon, qui comprend la PACA et Rhône-Alpes. C'est évidemment une circonscription immense et ça on n'a pas rapproché, c'est vrai, l'élu des électeurs, parce qu'il y a des millions d'électeurs et peu d'élus. Mais vous rappeliez justement que vous avez plusieurs fois été candidat en tête de liste nationale à l'échelle de toute la France. Ça vous donnerait pas un petit goût de revenez-y si le scrutin change comme ça, le désir finalement d'y retourner encore une fois? Oh, pourquoi pas? Si la tête est bonne, il n'y a aucun problème, après tout. Alors, l'Île-de-France a été bloquée plusieurs heures ces jours-ci, cette semaine, par les forains qui subissent une attaque en règle de la mairie de Paris, suppression du marché de Noël, de la Grande Roue, de la Concorde, peut-être aussi, qui sait, de la foire du Trône.
Madame Hidalgo trouve ces manifestations trop populaires. Ou bien, selon vous, y aurait-il d'autres motifs cachés? Écoutez, je crois que les fêtes font partie de la culture populaire. Et que les fêtes foraines font partie de la culture populaire. Et je trouve absolument misérable de s'attaquer à cette partie de notre patrimoine. Et bien sûr, les forains en sont les metteurs en scène, qui ont une vie très difficile souvent et qui méritent d'être soutenus dans cette bataille contre une dame qui semble croire que Paris lui appartient et veut la redessiner comme en d'autres temps peut-être certains l'ont fait, mais c'est un rêve. Elle sème la perturbation, elle bloque la circulation, elle perturbe tout le monde. C'est inconcevable. J'espère qu'aux prochaines élections, on la renverra à ses chaînes d'études. Alors Marcel Campion, qui est la figure principale du monde des forains, soupçonne Madame Hidalgo de favoriser, je reparle de lui parce qu'on l'évoquait tout à l'heure à propos des questions fiscales, Bernard Arnault qui a obtenu une concession dans le bois de Boulogne et qui aurait des projets de substitution en quelque sorte de fêtes plus chic par rapport à ce que sont capables d'organiser les forains. Il n'y aurait rien d'étonnant à cela puisque la conception hédonique de Madame Hidalgo semble trouver les interlocuteurs qu'elle mérite. Et c'est plus facile de parler avec M. Arnault tout seul qu'avec des milliers de forains, dont c'est le travail principal. Mmh. Alors la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, qui était prévue, a eu lieu ce mercredi, pour l'unique raison d'avoir, en tout cas officiellement, pour la raison d'avoir diffusé sur Internet des photos de crimes de Daesh. La présidente du Front National parle de persécution politique. Est-ce aussi votre avis, Président? C'est évident, mais je dois dire que je n'ai aucune illusion sur le sentiment d'équité de nos collègues. Chaque fois que mon immunité parlementaire, chaque fois que la demande d'immunité a été présentée, elle a été levée au Parlement européen. Et là, elle l'est par le bureau de l'Assemblée nationale. Encore une fois, les mêmes parlent aux mêmes. Et nous sommes les parias de la République. Et à ce titre, nous n'avons pas, semble-t-il, les mêmes droits de l'homme que tous les autres. Il faut noter qu'un de nos amis, d'ailleurs aujourd'hui, au tribunal correctionnel de Beauvais, était traduit devant les juges pour la même raison, la diffusion de photos des crimes de Daesh. Il s'agit de Thomas Joly, le secrétaire général du Parti de la France de Karl Lang. Donc apparemment, c'est toute la droite nationale là, qui est concernée par cette affaire, qui paraît inquiéter plus que Daesh même. Oui, bien sûr, il y a plusieurs manières d'aider Daesh. Celle-là en est peut-être une. Sinon, pour parler de choses un petit peu plus gaies, cher Président, avez-vous quelques lectures, des résumés desquels vous pourriez nous faire profiter? Non, je ne suis pas pour l'instant un lecteur assidu. Je vous ai dit que je me consacrais à la vision d'un certain nombre de séries américaines que j'ignorais, de séries télévisées que je trouve remarquables, dont une en particulier qui s'appelle Narco et qui est extraordinaire. Ce sont des films remarquables, mais ça me disperse un peu l'attention par rapport au livre que j'ai sur ma table de nuit et que je n'arrive pas, il faut bien le dire, très facilement à lire. Vous avez bien raison. Profitez-en, cher Président. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.